Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière? Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié? Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole aux papas, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de 2 formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux au quotidien la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés? Bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Pascal. Bonjour Clarisse. Bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Veux-tu bien te présenter s'il te plaît? Oui, donc je suis Pascal. Nous avons 5 enfants, donc je pense que c'est par rapport à ça que j'interviens dans ton podcast. Donc des enfants qui vont de 21 ans à 6 ans, 3 filles, 2 garçons, et donc je suis très heureux de pouvoir participer à ce podcast sur la parentalité. D'accord, très bien. Quel poste occupes-tu actuellement, Pascal? J'ai compris que tu as beaucoup voyagé, que voilà, avec ta famille. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es sur le plan professionnel, s'il te plaît? Donc sur le plan professionnel, effectivement, actuellement, alors on appelle ça un RVP, Regional Vice President, donc c'est-à-dire cadre dirigeant dans une grande entreprise pour l'Europe du Sud. Et ce qui, bien, on peut imaginer, demande beaucoup de travail et surtout beaucoup de voyages, en sachant que la période Covid a beaucoup interféré là-dessus. Donc voilà, actuellement, là, je suis à la maison pour le podcast. Ce qui est bien aussi, c'est que le Covid a permis à beaucoup d'entreprises et surtout françaises de comprendre qu'on pouvait aussi travailler de manière très efficace depuis la maison. Et bien sûr, ça demande après un équilibre dans sa façon de travailler, puisque au tout début, j'avoue, je travaillais encore plus à la maison que quand j'étais au bureau. Mais bon, ça permet maintenant de joindre les deux, justement, la partie, on va dire, familiale et la partie plutôt professionnelle. Et sinon, par rapport à ma vie, oui, j'ai fait pas mal de choses, hein. J'ai 54 ans, donc on peut imaginer qu'en 54 ans, il s'en est passé des choses. Et le truc le plus remarquable, je pense, que j'ai fait par rapport aux personnes autour de moi, c'est que nous avons fait un tour du monde en bateau pendant 6 ans, de 2009 à 2015. On est parti avec 3 enfants et on est revenu avec 4 enfants. On a un enfant qui est né à bord. Voilà. D'accord. Est-ce facile de concilier quand on est cadre dirigeant? Comment tu fais? Alors, c'est particulier dans le sens où, d'abord, faut savoir se rendre compte de tout le travail qu'il y a à la maison, de tout le travail que peut nécessiter la gestion des enfants. Donc, j'avoue que même si j'avais l'impression de pas forcément être tout le temps avec mes enfants, j'avais pas pris conscience de toute la charge mentale que cela pouvait être. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on a eu des enfants, mon épouse a arrêté de travailler quand on a eu notre deuxième enfant. On a d'abord essayé de monter une entreprise, mais ça n'a pas fonctionné. Après, elle a carrément arrêté de travailler lors d'une des cours, et parce qu'on voulait faire ce tour du monde en bateau. Donc là, ça a aussi beaucoup changé, mais moi, j'ai toujours été dans le boulot. Donc, j'ai jamais pris conscience comme quoi il y avait vraiment un besoin d'énergie forte, un besoin intellectuel fort, parce qu'il y a toute l'organisation, toutes les tâches à faire et tout ça. Et j'en ai pris conscience, en fait, très tardivement, puisque j'en ai pris conscience, tu vois, pendant le Covid. Parce que là, j'étais bloqué à la maison et j'ai vu toute cette fatigue dans mon épouse. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire, ouais, mais il faut que j'arrive à trouver un autre mode de fonctionnement. Parce que moi, je suis plutôt un workaholic. Hein, j'adore travailler, j'adore ça. Je bosse facilement 13-14 heures par jour. Je dors 6 heures par nuit. Donc voilà. Mais là, je me suis dit, il faut absolument que je change ça et que je trouve un équilibre. Parce que quand tu aimes travailler, Hmm. c'est pas pour ça que tu aimes rester à la maison, Hmm. tu vois. Hmm. Mais je me suis dit, si je voulais que mon épouse puisse se reposer et reprendre de l'énergie, il fallait que je fasse quelque chose parce que voilà, je l'aime fortement et donc il fallait que je change ma façon de faire. Et donc j'ai commencé à changer déjà par rapport à mon attitude par rapport au manager, c'est-à-dire que des fois j'arrive à dire non, alors qu'avant j'étais plutôt toujours oui, je vais le faire, on va y aller. J'ai changé mon attitude aussi par rapport à mes équipes, par rapport à mes commerciaux, à les accompagner, notamment aussi bien quand c'est un papa, enfin un jeune papa, de l'accompagner, de dire de prendre du temps pour lui, presque le forcer à prendre ses congés de maternité. Moi, au début, je prenais même pas mes congés de maternité.
Et j'ai remarqué que en mettant en balance le côté vraiment personnel, humain, alors qu'on disait souvent, enfin, on avait appris quand tu rentres au boulot, tous tes problèmes de la maison, tu les laisses au vestiaire. Ben, en fait, ça changeait vraiment la relation avec mes équipes et, et elles sont devenues plus performantes. Mm. J'ai aussi appris que c'est pas le nombre d'heures qui est important quand tu travailles, c'est la qualité. Alors ça me semble vraiment simple ce que je dis, mais j'ai aussi appris par un manager très particulier qui est très reconnu dans le métier, que la clé était dans le focus, c'est-à-dire d'être vraiment focus et à 100% dans ce que tu fais à l'instant où tu le fais. Donc vraiment être dans l'instant présent. Et ça te permet d'abattre une énorme quantité de travail en très très peu de temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai carrément réduit mes heures de boulot, mais je suis beaucoup plus efficace. Voilà. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, c'était un peu large, mais bref, la prise de conscience, elle s'est faite très tardivement, quoi. Donc là, maintenant, je travaille là-dessus, donc il y a pas mal de choses que je fais par moi-même. On a par exemple organisé la journée avec, j'ai fait un point avec Ivan, donc mon épouse, pour savoir un peu ce qu'elle aimait pas faire, par exemple, parce qu'il y a des choses qu'elle aimait pas. Par exemple, préparer à manger, elle disait à la fin, j'en ai marre, c'est toujours voilà. Donc ça, c'est une chose que j'ai prise Mm. en charge. Moi, en plus, ça me fait plaisir. J'aime bien ça. Il y a d'autres choses comme ça que j'ai pris en charge dans la vie de tous les jours. J'en suis pas encore à 50-50. Hein. Et disons qu'avant, elle s'occupait à 99% des enfants. Moi, je m'occupe même pas à 1%. Là, on va dire qu'on est plus aux alentours je dirais, 75, 80, 20, 25, tu vois. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à faire Mm. pour progresser. Mais Mm. c'est pas évident. C'est pas évident parce que il y a je sais pas si c'est par rapport à mon éducation, hein, parce que je suis originaire de Belgique, donc j'avais une famille qui était en moitié flamande. Et il y a beaucoup de traditions. Donc l'homme c'est le patriarche, c'est quelque part le parrain tu vois, c'est lui qui prend soin de la famille. La femme c'est elle qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de tout ce qui se passe à la maison. Mais là tout a évolué, tout a changé. Et pour donner un exemple, tu vois, je parlais avec quelqu'un là qui a 3 enfants et qui a son entreprise et qui me faisait remarquer que c'est vrai que si tu es un papa et que tu as 3 enfants et tu dis bah voilà, je suis directeur d'entreprise, tout le monde dit waouh, c'est génial, c'est super. Mm. Si tu es une femme, que tu dis bah voilà, j'ai 3 enfants, je suis directrice d'entreprise, et là tout le monde dit mais comment tu fais, mais avec tes enfants et ainsi de suite, Mm. comme si le papa n'existait pas, tu vois. Mm. D'un côté, on comprend qu'il y a une maman qui doit être sûrement derrière en train de s'occuper des enfants, mais de l'autre côté, on ne comprend pas qu'un papa peut aussi s'occuper des enfants et qu'il y a aussi d'autres moyens de gérer les enfants que ce soit simplement la femme. Donc ça, ce changement de paradigme Mm. qui est dans notre société, Mm. qui pour moi est aussi lié à la reconnaissance de l'individualité, c'est-à-dire notamment tout ce qui est LGBT, tout ça, fait qu'on conçoit que une femme c'est pas forcément quelqu'un qui reste à la maison qui s'occupe des enfants et un homme c'est pas forcément quelqu'un qui travaille tout le temps Mm. et ramène de l'argent quoi. Mm. Voilà. Oui, Pascal, merci beaucoup parce que tu appuies là sur les clichés qui entourent encore les rôles respectifs du papa et de la maman. L'objectif de ce podcast, c'est vraiment de montrer que les papas sont là et que ils veulent prendre pleinement leur place et que la parentalité, ce n'est pas seulement l'affaire des mamans, justement. Et c'est 50-50 et c'est très important de donner la parole aux papas investis qui ont pris conscience de leur rôle et de leur place au sein des familles et aussi en entreprise. Merci de mettre aussi en avant la charge mentale qui pèse toujours plus lourd pour les femmes et qui peut vite devenir un sujet douloureux au sein des couples. Savoir mieux écouter les besoins de l'autre, savoir se remettre en cause sont les clés pour mieux répartir la charge mentale à la maison, mieux répartir les responsabilités parentales et domestiques. Merci beaucoup. Tu as parlé du congé maternité, du congé paternité de tes collaborateurs. Et toi-même, as-tu pris des jours de congé paternité à la naissance de tes enfants? Non, j'ai jamais pris de congé paternité. Donc tout début pour la première fille qu'on a eue donc en 2002, il y avait 3 jours je pense à l'époque. Même ces 3 jours je les ai pas pris. Mm. J'avais pas conscience déjà de toute la fatigue que pouvait avoir une femme, alors que ça semble évident, hein, à pas avoir accouché. Mm. Euh, voilà, pour moi, il y avait
une souffrance, bien sûr, ça on le savait, hein, par rapport au passage de l'enfant, mais après, voilà, quoi. Et je n'ai même pas conscience de tout ce qui est la partie postpartum, tu vois. Donc maintenant, tout ça, c'est des choses que j'ai appris, que j'ai intégrées. Et c'est comme, même si on te parle de souffrance et tout ça, tant que toi, tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir ce que c'est. Mm. Donc, on doit essayer de vraiment, c'est beaucoup d'empathie pour essayer de vraiment se mettre à la place de la personne pour comprendre quelle est la détresse justement des mamans. Enfin, peut-être pas toutes les mamans, hein, mais en tout cas certaines, et ça arrivait à mon épouse, quand on a un enfant en bas âge, que c'est la première fois, qu'on est complètement perdu, on ne sait pas comment faire. En plus, on est complètement crevé. Mm. En plus, on a son taux de sérotonine qui monte, donc ça veut dire qu'on est super alerte. Là où bien le mari, ben lui, en tout cas c'était mon cas, je vais pas généraliser, je vais prendre simplement mon cas, ben moi je bossais, je voyageais, je prenais entre 2 et 8 avions par semaine, et quand je revenais j'étais crevé quoi. Donc ça me semble, maintenant que vu comme ça de l'extérieur et avec mon âge, ben ça me semble aberrant. Je me dis c'est mince, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai raté là? Donc c'est quelque chose après j'ai travaillé parce qu'au fur et à mesure, au partir du troisième enfant, ben, c'est pour ça qu'on a fait notre voyage. Et aujourd'hui, honnêtement, je pense que si on veut déjà réintégrer la parentalité dans le monde, c'est pour ça que j'avais fait un post là-dessus, c'est d'ailleurs là-dessus que tu as rebondi, Tout à fait. euh, on devra avoir effectivement un congé de parentalité. Et un congé de parentalité, quand on sait que les années les plus importantes de l'enfance sont les 3 premières années, il faudrait que ce serait carrément 3 ans. Et que ces 3 ans puissent être modelés entre le papa et la maman. Mm. Donc là, nous, on l'a vu avec nos enfants, parce qu'après, quand on a commencé à comprendre ça, quand on a commencé à vraiment s'intéresser à l'évolution, comment ça se passe pour l'enfant, la construction de son soi par rapport justement à la présence forte de Mm. ses parents, c'est comme ça qu'il arrive à construire son être. On a vu que notre première fille, par exemple, dès qu'elle a accouché, je sais pas, peut-être 3 ou 4 semaines après, on l'a mis chez une nounou. Mm. Et les 2 premières années, elle a dû faire 5 ou 6 nounous. Dans la construction de la personnalité, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Les autres enfants, par exemple, la troisième, enfin la quatrième, celle qui est née dans le bateau, elle a dormi avec nous dans notre lit les 3 premières années. Mm. Donc c'est vraiment un rapport complètement différent, ou une construction beaucoup plus forte de la personnalité, de qui elle est, et donc d'une confiance en elle, d'une confiance aux gens qui l'entourent, donc les parents, et donc qu'elle peut avoir une confiance plus forte envers le monde extérieur. Mm. Donc, pour revenir sur la partie entreprise, euh, c'est une valeur énorme de prendre en compte la maternité et la paternité. Je l'ai vu là dans mon équipe, j'ai encore une commerciale qui a accouché de son deuxième enfant là au mois d'août, Mm. de l'accompagner complètement et tout. Déjà, c'est un bonheur pour soi en tant que manager. C'est une joie qui est partagée dans l'équipe. Et en plus, ça crée un lien qui est le lien humain, qui est beaucoup plus important que tous les autres liens qu'on pourrait dire de performance, de réussite et autres. Mm. Donc, on revient un peu au principe premier de l'entreprise, qui Mm. était la réunion de personnes avec des valeurs propres qui se mettent Mm. ensemble pour atteindre quelque chose de plus grand. Et Mm. ces personnes-là, normalement, se respectent, s'apprécient, s'aident, s'entraident, un peu comme dans la mer, au niveau des marins. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des entreprises qui sont un peu dépersonnalisées, Mm. où en fait, on sait même plus trop pourquoi on travaille en fait. Mm. Mm. Donc Oui, voilà. oui, ça répond à une attente très forte des salariés aujourd'hui que l'entreprise prenne en compte la situation familiale. Avoir un enfant et être père salarié ou mère salariée, ce n'est pas rien. Et comment mieux reconnaître justement la place du père salarié? C'est un peu le parent pauvre souvent de la prise en compte de la parentalité en entreprise. Ça passe par la journée enfant malade, ça passe par la prise du congé paternité dans son intégralité. Comment tu ferais toi si tu avais une baguette magique hein, pour qu'un jeune papa arrive à bien concilier la vie privée et la vie professionnelle? Alors, avant de parler de ça, je voulais te parler de quelque chose parce que pendant que tu étais en train de parler, j'ai eu une image. Hmm. En 2001, l'entreprise dans laquelle je travaillais a fait le rachat d'une entreprise israélienne basée à Tel Aviv. Hmm. Et donc cette entreprise nous avait invités pour aller les visiter.
Mais c'était de l'époque où il y avait un peu des échanges, on va dire, plutôt guerriers entre l'Irak et Israël. Donc personne n'y était allé, on était à 8 à y être allé. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'étais très étonné parce qu'ils nous ont fait visiter l'entreprise. Puis à un moment donné, on était au milieu de l'entreprise. Et là, il y avait un espace avec des jeux, des jouets, tout ça. Et il y avait des enfants des bébés de 6, 7 mois, des enfants de 2, 3 ans. Mhm. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ils disent, ben, ça, c'est, on a un service de nurserie ici dans l'entreprise pour Mhm. toutes les personnes qui ont des enfants. Mhm. Et je vais aller plus loin sur ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait dans les personnes qui s'occupaient de ces enfants, il y en avait plein qui avaient des foulards autour de la tête. Et je dis, tiens, vous aussi, les juifs, vous portez des foulards? Il dit, non, 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 ce sont des musulmans. Je dis, ah bon, c'est des musulmans? Nous, on était persuadés que les musulmans et les juifs se tapaient sur la tête tout le temps, hein. Et en fait, il dit, non, non, en fait, au niveau des médias, il y a beaucoup Mhm. de choses qui sont montrées comme ça. Mais en fait, entre nous, il y a même des familles mixtes. Et, Mhm. bon, il y a des familles mixtes, c'est incroyable. Et Mhm. là, tu vois, par rapport aux événements qu'on a aujourd'hui, Mhm. je rebondis par rapport à ça parce que c'est assez catastrophique ce qui se passe là-bas. Mais que tant qu'on ne fait pas attention aux médias et qu'on se rapporte vraiment aux gens, aux personnes, il y a beaucoup d'amour et de respect, que ce soit au niveau des différentes religions ou que ce soit au niveau des différentes cultures. Et Mhm. donc, pour revenir sur ta question pour l'entreprise, dès le moment où on commence à considérer que chaque personne, chaque membre de l'entreprise est un humain, Mhm. que, on va dire, l'objectif premier de l'humain, comme tout animal, ben, c'est de se reproduire, c'est Mhm. de pérenniser, on va dire, la descendance. La prise en compte de ça et de se dire que le premier objectif serait de vraiment donner tous les moyens aux papas et aux mamans pour vraiment s'occuper de leurs enfants et faire que les enfants acquièrent les valeurs, l'amour et le respect de l'autre, ben ça changerait notre société. Mhm. Et tout ce qui est argent, tout ce qui est finance, tout ce qui est, on s'en fiche. Tout ça, c'est des concepts qui ont été créés par les humains, mais c'est rien, c'est absolument rien. Donc pour revenir sur ta question, pour aider les papas, ben, ça passe malheureusement tout d'abord par le manager. Mhm. C'est le manager doit être à l'écoute, le manager doit commencer à comprendre ce qui est vraiment important Mhm. dans la vie Mhm. versus ce qui est important pour la société, en sachant que si on se focalise sur ce qui est important dans la vie, ça bénéficiera forcément à la société. Mhm. Merci Pascal. Est-ce que tu as l'impression, enfin, ton retour d'expérience, le manager est-il vraiment sensibilisé aux contraintes de la parentalité? Enfin, on dit contraintes, mais c'est plutôt aux attentes fortes des salariés concernant la prise en compte de leur situation familiale. Bah, ça dépend bien sûr de chaque personne. Maintenant, dans le monde dans lequel j'évolue, qui est le monde de la high-tech, plutôt de la start-up, Mhm. il y a une telle pression des investisseurs et des actionnaires, donc une telle pression qui redescend aux différents niveaux de l'entreprise. Et quand tu arrives dans les niveaux qui sont sur le terrain, ben c'est comme dans une guerre, quoi. C'est-à-dire que on dit ben là non, tout ce qu'il faut, c'est que tu fasses du rendez-vous, c'est que tu signes des contrats, Mhm. et tout le reste c'est annexe, comme je te l'ai dit au début. Mhm. Dès Mhm. le moment où tu commences à avoir un manager qui commence à avoir un caractère et qui est convaincu Mhm. de la justesse d'agir ainsi et qui est capable de dire non, là là c'est possible. Mhm. Cette capacité, je l'avais déjà aux alentours de 2004-2005 parce que j'avais déjà une première prise de conscience. Je l'ai reperdue ensuite et je l'ai retrouvée là suite au Covid, quoi. Mhm. Donc la société est quand même très bien faite d'une certaine manière et c'est plutôt machiavélique, hein, pour exiger pour nous de la rentabilité, donc plutôt rentabilité économique, alors que franchement, c'est pas ça le devenir de l'humain, pas du tout. Mhm. Mhm. Oui, tout à l'heure, tu as partagé une piste sur la mise en place du congé parental pour être présent auprès de son enfant pendant les premières années charnières de sa vie. Ça m'a fait penser au modèle suédois qui propose un congé parental de 16 mois indemnisé à répartir entre les deux parents. L'idéal serait qu'on évolue vers un modèle comme celui-là
où la parentalité est vraiment considérée comme un grand enjeu sociétal et où le père et la mère peuvent avoir les mêmes droits face à l'employeur. Le modèle suédois est vraiment inspirant. Oui, j'irais même un peu plus loin parce que là, on parle beaucoup des salariés. Mais tu vois, que ce soit une maman ou un papa, même maintenant, il y a quand même des papas aussi qui arrêtent de travailler et qui s'occupent des enfants. Et c'est la maman qui, Mmh, là, comme je parlais de la personne qui est directrice d'entreprise, qui a créé sa boîte. mmh, Donc ça, mais quand même, ça reste marginal. Mais ce serait bien aussi que la société, et là je parle de l'État, reconnaisse toutes les mamans qui gèrent et qui s'occupent des enfants à la maison, ou tous les papas qui gèrent et s'occupent des mmh, enfants à la maison, mmh, en proposant une reconnaissance salariale. mmh, Donc d'avoir il y a bien les chômages, il y a bien des RSA, tout ça, mais il faudrait reconnaître ça. Et aussi, parce que là j'en parlais hier avec Ivan, moi j'ai travaillé, j'ai cotisé pour ma retraite, mais elle a cotisé pour sa retraite jusqu'en 2004. mmh, Donc elle a cotisé peut-être 6 ans. mmh, mmh, Et mmh, c'est pas normal parce qu'elle s'est occupée des enfants, elle a même fait de l'enseignement à la maison, donc elle est vraiment quelque mmh, part en statut d'institutrice et tout. mmh, Et ça, c'est pas reconnu par la société. mmh, C'est comme si elle faisait rien. C'est comme si elle végétait. mmh, 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 Donc là aussi, il y a une prise de conscience où on devrait pouvoir soutenir les parents qui ont des enfants et qui s'occupent des enfants. Parce que le fait on connaît beaucoup de parents qui font, nous on fait l'instruction en famille, hein, donc pour les 5 enfants. mmh, Euh, mais il y a beaucoup de parents, quand les enfants commencent à avoir 7, 8 ans, tu vois, quand ils commencent à entrer dans tout ce qui est CE1, CE2, CM1, CM2, ben, ils se disent, bon, on va les mettre à l'école parce que ça devient un peu plus compliqué. mmh, Mais quelque part, c'est aussi se décharger. mmh, mmh. Se décharger. Et aujourd'hui, quand tu vois l'éducation nationale, où elle en est, et ce que ça donne, on se dit, mais tiens, si on aidait plutôt les parents éventuellement à carrément éduquer leurs enfants, parce que c'est un plus pour la société ensuite. Mmh. Donc là, on parle de la société. Oui, les entreprises pourraient effectivement, avec l'aide de l'État, fournir. Ben, tu vois, tu parles de 16 mois. Je pense que le minimum ce serait 18 mois au moins, parce que les 18 premiers mois c'est vraiment le plus important. Mais aussi pour les parents qui décident qu'il y a un des deux parents qui travaille, eh bien que l'autre, le fait qu'il s'occupe des enfants et tout ça, qui gère toute cette partie-là, ben, soit aussi reconnu et soit aussi puisse cotiser à leur retraite et autres, quoi. Ce serait bien aussi. Ça permettrait de vraiment montrer que cette société prend vraiment en compte l'importance de la gestion et du développement des enfants, parce que ce sont les adultes de demain. Mmh, mmh, mmh. Oui, tout à fait. Remettre la croissance, le développement et l'épanouissement des enfants ben, au cœur d'un projet social. C'est vrai que c'est, comme Exactement. tu dis, ce sont des adultes de demain. Et oui, que veut-on leur transmettre comme message hein, pour qu'ils soient des adultes épanouis de demain? Épanoui, construit, donc avec une estime de eux, un respect de l'autre, avec une envie, parce que l'enfant, à la base, a toujours envie d'aider. Il a envie de soutenir, il apprend, il a envie il est bienveillant quand il naît l'enfant. C'est tout ce qui va vivre ensuite, tous les frustrations, les rejets, si petits soient-ils, qui vont construire ben, ce qu'on connaît comme on définit les croyances limitantes et autres, et Mmh, qui vont faire qu'après, ben, ce sera peut-être un adulte asocial, voire violent, voire tout ça, ça se construit dans l'enfance, et tout ça se construit aussi par les parents. Un mmh, autre point, tu vois, on parle de parentalité, mais j'ai fait, j'ai fait une école de commerce, je suis ingénieur informatique et télécom, je n'ai jamais appris à être parent. Je n'ai jamais appris à gérer mes émotions. Je n'ai jamais appris à comprendre ce qui se passait en moi, à comment transmettre, à comment tout ça on l'apprend pas. Tout ça on dit ouais ben on apprend à conduire une voiture, mais on n'apprend pas du tout à élever un enfant. Tu soulignes là l'apprentissage des fondamentaux, de ce qui est essentiel. Un enfant apprend par l'observation au quotidien. Un parent épuisé, frustré, stressé, en permanence débordé, transmet quel type de message en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle? À quelle société aspirons-nous? Tu parles, tu parles de fatigue c'est clair et évident pour tout le monde qu'une personne qui est fatiguée gère moins bien ses émotions. Je pense que n'importe quel parent a eu à un moment donné un moment de fatigue en rentrant du boulot
et à se retrouver face à un enfant qui fasse une petite colère parce que justement on est dans les heures de 7 heures où c'est le passage du jour à la nuit où il y a donc c'est toutes ces émotions qui remontent avec aussi une fatigue de l'enfant et à un moment donné on pète les plombs. Tout ça fait que ça crée des frustrations de part et d'autre et ça crée des schémas qu'on reproduit. Moi, comme je te l'ai expliqué, enfant, mais comme beaucoup d'enfants, je pense, puisqu'on est d'une génération où c'était encore permis de frapper son enfant, de lui donner de le gifler, de le fesser, mais j'ai pris conscience c'était en 2020, justement pendant le Covid, parce que j'étais voir un psychothérapeute, mais en fait que j'étais un enfant battu. Je l'avais jamais reconnu comme ça, mais j'avais été un enfant battu. Et qu'en fait, le fait que je ne jouais pas avec mes enfants, parce que faut le dire aussi, j'avais vraiment du mal à jouer avec mes enfants, c'est parce que mon père, quand on jouait, que moi je commençais à m'énerver, il me frappait. Et donc j'avais trop peur de reproduire ça auprès de mes enfants. Après, il m'a encore fallu 2, 3 ans pour pouvoir comprendre et trouver la joie de jouer avec ses enfants. Et aujourd'hui, quelque chose que je ne pouvais pas faire, c'était impossible de jouer à un jeu de société. Chaque fois, j'avais une boule qui montait, ça me stressait, je me sentais mal. Et en fait, j'ai vu un jour mon père rejouer avec donc ses petits-enfants. Et pareil, je le voyais se stresser de ça. Je me dis, en fait, ça vient de lui. C'est ça que je suis en train de reproduire. Et donc, j'ai compris qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'était passer un moment heureux avec mes enfants. Et quand j'ai commencé à prendre conscience de ça et que je me suis dit, oui, c'est ça que je veux, j'aime ça, et ben voilà, maintenant, je peux jouer à des jeux de société avec mes enfants et quelque chose que j'avais jamais fait avant. Je te parle de ça, ça fait que un an et demi que je fais ça. Or, on a 5 enfants. La première, elle a 21 ans. J'ai jamais fait ça. Donc, c'est mon cas personnel, mais je pense que peut-être ça peut parler à d'autres personnes, d'autres papas comme moi, qui comprennent pas pourquoi ils ont l'impression d'être un peu distants ou qu'ils n'arrivent pas à plus comprendre leurs enfants, parce que les enfants aussi, c'est quelque chose ce sont des êtres à part entière. Et comme m'a dit ma femme, c'est un truc tout con, mais il faut aussi apprendre à aimer ses enfants. L'amour pour ses enfants, il n'est pas inné, c'est quelque chose qui se construit. Donc, c'est des choses voilà, qu'on n'apprend pas, qu'on ne sait pas. Et bon, bref, je sais un petit peu dire peut-être. Non, mais c'est très fort, Pascal. Moi, je comprends aussi que l'aide d'un tiers, d'un thérapeute, par exemple, peut aider à améliorer son chemin de père, en tout cas à grandir, hein, et pour soi et pour ses enfants et pour la dynamique familiale. Donc, merci de parler avec autant de simplicité et de sincérité, ton propre vécu d'enfant et de père. Et quand t'es-tu senti devenir père? Enfin, tu l'as un peu abordé dans tes derniers propos. Est-ce que la naissance du premier, par exemple, En fait, donc la naissance, enfin, avant de passer à ça, simplement un point, c'est très très important de faire ce travail sur soi pour déjà comprendre quels sont nos blocages à nous et les travailler. Comme on dit, tu vois, on peut pas commencer. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu as posté avec le fait, on peut pas donner de l'oxygène à l'autre, sinon on est en manque d'oxygène. Il faut d'abord donner de l'oxygène à toi et après le donner à l'autre. Donc c'est très important. Et c'est très important parce qu'après en faisant un peu des recherches par rapport à mon vécu à moi, donc mon père effectivement me battait, mais j'ai appris que son père était un très très violent quand il avait bu, et donc en fait tu vois qu'il y a des histoires familiales qui se reproduisent. Donc il est urgent et important, et c'est aussi sa responsabilité de lorsqu'on a comme ça des choses fortes en nous, des grosses frustrations, de faire ce travail sur soi pour ne pas le répliquer après sur nos enfants et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Et pour revenir sur ta question que j'ai oubliée, excuse-moi, si tu peux la reposer, la prise de conscience de papa. Alors, Voilà, c'est ça. tout d'abord, le premier enfant, bon, bien sûr, j'ai pris conscience que j'étais papa, mais je savais pas encore ce que c'était que papa. Donc, c'était simplement, ben voilà, papa, on a un enfant, c'est génial, c'est super, c'est ce que je voulais, elle est magnifique et tout et tout. Mais j'ai rien changé dans ma façon de vivre. Alors que tu peux imaginer pour Ivan, ça a été, voilà, ça a été le gros changement. Donc moi, je veux voyager beaucoup. Je prenais entre 2 et 8 avions par semaine, et dans la société où j'étais, on logeait exclusivement dans des Hilton. Or, il n'y a rien de plus qui ressemble à un Hilton qu'un autre Hilton. Et un jour, c'était en 2003,
Je me suis réveillé donc dans un Hilton et je savais plus dans quel pays j'étais. Mais j'étais totalement paumé. Mais je te jure, ça fait vraiment bizarre. Tu te réveilles et tu sais pas où t'es. Tu dis mince où je suis. Donc je suis allé un peu, tu vois, un peu en mode somnambule vers la salle de bain. Donc j'allume la lumière et là, dans la glace, je me vois à 7-8 ans devant la glace de chez mes parents. Je me souviens de ce moment-là où je m'étais promis, lorsque j'aurais 2 enfants, je jouerai avec eux. Et j'étais devenu ce papa que je voulais pas être. Donc à un moment donné, j'ai eu un malaise. Je me suis allongé par terre, donc sur le carrelage froid, et je me suis dit mince, si tout devait s'arrêter là, qu'est-ce que j'ai raté? Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose par rapport à ma fille, parce que je vivais pas avec elle, et elle, tu vois, même ma femme travaillait, et on la mettait chez nounou, quoi. On allait la récupérer à 7 heures, hop, faisait le bain, la douche, bah, hop, on mangeait, boum, au lit. Le lendemain matin, hop, on l'a levé, hop, directement. C'est une catastrophe. Donc là, j'ai eu une grande conversation avec mon épouse. On a eu une deuxième fille, et là où vraiment je me suis dit j'ai raté quelque chose, c'est que quand la première fille est venue pour voir sa petite sœur à l'hôpital, qui venait de naître, c'est qu'elle l'a tenue dans ses bras comme une maman. Et je me suis dit mince, je l'ai même pas vu grandir. Et là, ça a été très 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 dur, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer notre entreprise pour pouvoir vivre, tu vois, un projet ensemble et en même temps être avec nos enfants. Mais ça n'a pas marché parce que c'est encore beaucoup plus de travail. Et donc, c'est à partir de là qu'on a décidé absolument de faire de vivre notre rêve. Donc, moi, de parcourir la mer, enfin, d'aller voir ce qui se cachait l'horizon à bord d'un bateau, et mon épouse de vivre des aventures en famille. Et donc, on a fait ce voyage où on a vraiment partagé beaucoup de choses, où on a vécu des aventures ensemble. Et ce qui est très étonnant, c'est que bien sûr, on en parle encore maintenant, on est revenu en 2015, c'est que chaque enfant, les 3 premiers bien sûr, ont des souvenirs sur des expériences qu'on a eues ensemble, mais ils l'ont vu différemment. Et c'est fabuleux, c'est génial, tu vois. On a vraiment, pendant ces 6 ans, on avait vraiment vécu. On a vraiment vécu. Tout le reste, il y a plein d'années comme ça, où j'ai quelques souvenirs, mais autrement, j'en ai très, très peu. Là, sur ces 6 ans, on a vraiment vécu. Donc, bref. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais donc le papa, bien sûr, je sais que je suis papa. Euh, il y a toujours le papa qu'on voudrait être, et puis on a le papa qu'on est. Et on se demande pourquoi on n'est pas le papa qu'on voudrait être. Tu vois, qu'est-ce qui nous bloque? Enfin, en tout cas, moi, je fais une généralité, mais c'est moi. Donc, à chaque fois, j'essaie de voir qu'est-ce qui me bloque, comment je débloque ça pour devenir ce papa. Donc, je tends vers ce papa que j'ai toujours rêvé d'être. Mais je n'y suis pas encore. Mais je fais, je progresse sur ce chemin-là. Oui, tu as décidé de faire un travail sur toi, justement, pour avancer, progresser sur ton chemin de père. Et tu as évoqué aussi votre projet entrepreneurial en soulignant que c'était une charge de travail énorme. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus difficile d'équilibrer les temps de vie quand on est entrepreneur que quand on est salarié, ou ça dépend des situations? Enfin, en fait, je pense que ça dépend fortement des situations et ça dépend aussi de ton niveau d'exigence. Mm. C'est-à-dire que je venais d'un métier où je gagnais vraiment très très bien ma vie, où on passe dans une entreprise qu'on crée, en plus un peu trop en avance. Donc c'était une entreprise dans le conseil en construction écologique et bio, Mm. donc de 2004 à 2000, fin 2005, pendant 2 ans. Donc on est même intervenu dans la délégation de la France en Chine avec Jacques Chirac, donc en Chine et tout. Euh, mais bon, il y a eu beaucoup de projets, mais à la fin, il n'y avait pas beaucoup de réalisations parce que c'était encore beaucoup du greenwashing à ce moment-là. Donc, ce qui s'est passé, ça a été plutôt un problème économique, tu vois. Ça n'a pas été un problème d'organisation. Au contraire, même, on arrivait vraiment bien à s'organiser. On faisait des missions ensemble. Je dirais qu'en termes d'équilibre, vie pro, vie perso, c'était génial. C'était Mm. génial. Mm. C'était plus en termes économiques. On habitait Saint-Germain-en-Laye. Voilà quoi. Donc, quand tu es dans un environnement déjà qui est plutôt huppé, on va dire, tu vois, où c'est cher et Mm. tout ça. Mm. Donc, il aurait fallu faire des choix. On aurait pu faire un choix, c'est d'aller ailleurs, qu'on ait moins de frais, de réduire notre train de vie, et de rester comme ça. On n'a pas fait ce choix-là. Donc, c'est plus une question de choix, je pense. D'accord. Quelle héroïne aurais-tu aimé être, Pascal? Ah.
Voilà, j'avoue que Une personnalité qui t'a en marqué. personnalité féminine, Oui, c'est euh, ça. en personnalité féminine, alors c'est bon, moi la première qui me vient en tête c'est Mère Teresa, Mm, parce que c'était de l'amour, voilà, et qu'on voit qu'avec très peu de choses, très peu de moyens, mais simplement de la bienveillance, de l'amour, et puis on peut faire énormément. mm, Et si je devais donner peut-être une personne plus de notre côté, on va dire occidental, une personne qui m'a marqué politiquement. Après, il y a eu un film qui a été fait sur elle d'ailleurs, hein, mais qui est une femme enfin, je la connais pas, hein, mais en tout cas de l'image que j'en ai, pour moi, elle m'a impressionné. C'était Simone Veil. mm, J'avoue que tout ce qu'elle a vécu, et bien sûr, elle en indique peut-être même pas un millième de ce qu'elle a vécu, mm, mais d'avoir cette croyance en l'humain, mm, waouh. mm, 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 mm. Oui, Donc, c'est vraiment une grande figure emblématique de la dignité humaine, hein, de comment on fait pour nourrir son humanité malgré l'obscurité. Et c'est vrai que c'est absolument impressionnant. Donc, dans ton témoignage, Pascal, les mots amour, bienveillance, écoute reviennent souvent, que ce soit au sein de la famille, en entreprise. Et ce sont des valeurs auxquelles tu tiens fortement? oui, oui, oui. Enfin, ce sont pour moi, ce sont les valeurs qui sont les valeurs, comment dire, de la vie, hein, du vivant. Euh, et d'ailleurs, tu vois, par rapport à nos enfants, c'est ça que enfin, j'en suis très, très heureux, ben, donc, ils n'ont pas de gros problèmes de santé, même s'ils ont tous leurs particularités. Mais effectivement, ils sont aimants, ils sont respectueux. Le fait qu'on ait voyagé fait qu'ils n'ont pas eu ces clivages garçon, fille ou petit, grand. Ouais, toi, tu es un petit, je joue pas avec toi, et ainsi de suite. Ils ont toujours été, voilà, quand tu vois, par exemple, quand on était dans des escales, tous les bateaux, on se retrouvait sur le parking de la marina. Et les enfants jouaient ensemble. Et il y avait des enfants qui avaient d'un an et demi, 2 ans qui arrivaient à peine à marcher, Mm, jusqu'à des enfants qui avaient 17, 18 ans, qui sont même plus des enfants. Mais tout le monde jouait. mm, mm, Et ça, tu vois, sur la Terre, même si c'est sans Paris, mais c'était des enfants de marins, sur la Terre, c'est déjà beaucoup plus difficile parce qu'il y a tellement, tellement des étiquetages, tellement des différenciations. On prend la différence comme étant quelque chose de bon, certes, pour montrer qu'on appartient à un groupe, mais mm, du coup, c'est presque une opposition par rapport à un autre groupe, hein. Là où la diversité devrait plutôt créer quelque chose de bien supérieur, quoi. Donc ça, c'est quelque chose, ce sont des valeurs qu'on retrouve dans nos enfants, qui d'ailleurs perturbent les autres, parce qu'ils comprennent pas. Ils mm, comprennent pas pourquoi, par exemple, ma fille de 19 ans va s'amuser à aller jouer avec des filles de 10, 11 ans. Tu vois, une fille de 19 ans ne doit plus commencer à jouer comme ça. Tu vois, il y a comme ça des règles qui ont été définies de manière, je sais pas comment, mais qui se forgent au fur et à mesure. mm, Ils pénalisent le fait d'être soi. mm, Donc, nos enfants n'ont pas ces problématiques-là. Donc, ça, c'est bien. Et donc, je pense qu'ils peuvent vraiment amener quelque chose au monde. Donc, j'en suis très heureux, oui. mm, mm. Oui, donc j'entends que ta famille et toi avez engagé différents types de voyages finalement, voyages géographiques, voyages intérieurs, et je trouve que c'est très enrichissant, c'est beau, enfin, en tout cas c'est un beau cadeau de la vie de pouvoir passer des moments forts comme ça en famille, ben, loin pour s'enrichir Alors, et ouais, apporter aussi autre chose à la société. Mm. je vais te donner un exemple. Tu sais que dans un bateau, il y a un seul capitaine. Donc, le capitaine, c'était moi. Euh, Par contre, un bon capitaine, quand il y a des décisions importantes à prendre, elles sont prises avec l'ensemble de l'équipage, c'est-à-dire que chacun a le droit à la parole. Et après, bien sûr, c'est le capitaine qui prend la décision. Donc, chaque fois qu'on a eu des moments difficiles,
notamment ou des moments qui allaient être heureux. Mais Mm. par exemple, tu vois, quand on savait que Ivan était enceinte, donc on était à ce moment-là, on était, je pense, du côté des Canaries, on devait être du côté de Las Palmas ou Lanzarote. Puis Mm. donc, on a fait un conseil de famille avec tout le monde, hein, donc tu imagines, donc moi, Ivan, il y avait donc Nohan qui devait avoir à ce moment-là, je sais pas moi, 7 ans, il y avait Galan qui avait 5 ans, et tu avais Orwan qui devait avoir, je sais pas moi, 3 ans et demi. Et donc on a expliqué la situation, donc comme quoi la maman était enceinte et que donc bah, on hésitait, que soit on allait de l'autre côté, on voulait aller en Guyane, Mm. ou on restait là. Donc bien sûr, comme on était parti pour un tour du monde, on voulait voyager, mais que bon, il y avait du pour et du contre. Donc et après on a fait un vote quoi. Et après donc on a décidé de rester là et donc et Ivan a accouché à la grâce aux heures. Mais tu vois ces décisions Mm. ont été prises de manière collégiale et chaque voix comptait quoi. Même la voix de Owen qui avait 3 ans et demi, tu vois. Et ça je pense que c'est important de ça, de Oui, reconnaître chaque être en tant qu'être. oui, c'est éveiller les consciences justement sur la place enfin, de chacun. La place, chaque voix compte, comme tu dis, et chaque voix, VOIE, compte aussi. Bah, c'est très beau parce que ça, c'est comme ça qu'ils sont sensibilisés à l'intelligence collective et que, une fois adultes et dans leur vie professionnelle, ils pourront mettre ça à profit pour s'épanouir, personnellement et professionnellement. Bah, en tout cas, bravo. Je trouve ça très beau comme parcours et dynamique familiale. Pascal, quelle question aurais-tu aimé que je te pose, hein, et que je ne t'ai pas posée? Wow. Comme je suis plutôt volubile, je sais pas, hein. J'avoue que là, Où te Non, situes-tu non, aujourd'hui? ouais. Ouais, vas-y. Après, Oui, comment te situes-tu aujourd'hui, en tant que père, cadre dirigeant? en tant que papa, j'y accorde vraiment une très forte importance. Euh, en tant que justement cadre, ben là, je me lance dans un projet de création d'entreprise, de start-up, qui justement euh, est un soutien à l'accompagnement du développement personnel, parce que pour moi, c'est vraiment là l'essentiel. Aujourd'hui, euh, j'aimerais accompagner les parents, les adultes, à justement être alignés avec qui ils sont Hmm, et être heureux, donc de retrouver la joie de vivre. Donc, hmm, parce que, à mon avis, la clé, elle est là, de retrouver la joie de vivre. Et à partir de là, tout en découle. Et hmm, comme tu parlais de collectif, effectivement, on grandit, on peut grandir intérieurement, on peut grandir, mais on grandit aussi grâce à l'autre et avec l'autre. hmm, Donc, plus on se séparera, plus on sera éloignés les uns des autres, plus en fait, c'est un peu comme tu vois une plante qu'on met dans un pot en terre. hmm, Donc, il y a certes un peu de terre, donc elle va vivre, mais elle va pas pouvoir s'épanouir. hmm, Donc, voilà. Donc, la question que j'aurais aimé que tu me poses, hmm, euh, je l'avais, puis là, je l'ai oublié, mais, enfin, ça simplement, si jamais j'avais c'est pas un conseil, mais c'est vraiment à toutes les personnes qui écoutent, hein. Si vous sentez un blocage en vous, si vous sentez quelque chose qui est un lourd, comme une sorte de poids dans le ventre, ou comme une sorte quelque chose qui vous compresse la poitrine, hein, ou qui vous fait baisser la tête, ou qui vous donne les larmes aux yeux, prenez le temps d'essayer de savoir d'où ça vient. Rencontrez des personnes qui peuvent vous aider de savoir d'où ça vient pour essayer de débloquer ça, parce que la vie sera totalement différente. hmm, hmm. Oui, bon, je suis coach professionnel, donc je ne peux Ah, que qu'applaudir et soutenir la puissance de l'accompagnement d'un tiers, hein. Ça peut être enfin, un thérapeute, un coach, voilà, ça peut être son médecin. En tout cas, le regard extérieur, l'aide extérieure a vraiment un impact fort et des retombées à long terme sur l'épanouissement d'une personne. et j'ai encore un dernier point sur ça, c'est plutôt pour les mamans et donc pour les papas. La partie postpartum, c'est quelque chose dont on parle très très peu, donc ça commence un petit peu Hmm. à se faire connaître, mais c'est hyper important. Après, nous, sur le dernier, on s'est fait accompagner d'une doula,
c'est aussi très, 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 très important d'avoir tout ce côté, euh, comment dire, soin, Mm. support de la maman qui vient d'accoucher. Et ça, c'est minimum dans les 3 à 6 premiers mois, quoi. C'est vraiment, il faut vraiment, vraiment, vraiment passer du temps, libérer du temps, être aux soins, veiller à sa nourriture, veiller à son repos. Enfin, Mm. alors il faut savoir que j'ai étudié pourquoi quand il y a un bruit, tout ça, ma femme se réveille et moi pas. Voilà. Moi, je peux dormir. D'ailleurs, on voit souvent dans les films comme ça. Mm. Il y a la femme qui dit, hey, chérie, réveille-toi, j'ai entendu un bruit. Mm. Donc, bon, apparemment, ça vient comment on appelle ça, des hormones. Donc, en fait, la femme a beaucoup plus de sérotonine. Et donc ça, la sérotonine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, mais c'est aussi une hormone où, en fait, ça développe une acuité énorme. C'est-à-dire que dès qu'il y aura quelque chose qui est un peu différent, dès qu'il y a un risque ou un truc comme ça, hop, la femme va pouvoir se réveiller, se lever sans aucun problème. Là où Mm. l'homme, il en a très, très peu. Donc, ils Mm. ont fait des expériences, ils ont mis de la sérotonine aux hommes et donc ils deviennent beaucoup plus alertes. Donc, je ne Mm. sais pas s'il faut aller jusque-là, mais il faut savoir que déjà dans notre composition, il y a des différences. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mm. Après, bien sûr, il y a différents niveaux d'hommes, hein, on le sait maintenant grâce à tout ce qui est LGBT, comme il y a différents niveaux de femmes, mais il faut Mm. savoir quand même que les hormones qui nous constituent fait aussi qu'on réagit différemment à des Mm. situations extérieures. Voilà. Donc, Mm. faut Mm. aussi être indulgent envers soi-même. Voilà. Oui, d'auto-indulgence. Et merci d'avoir mis en lumière la phase postpartum. Et c'est vrai que c'est une phase qui est bien surveillée, bien soignée encore dans différentes sociétés à travers le monde. Moi, je viens du Cameroun et au Cameroun, la tante ou la maman est là pendant les 3 premiers mois de la maman qui sort de la maternité et justement pour l'accompagner pour veiller sur elle et lui permettre de se reposer, de récupérer. Et je pense que c'est vraiment important de remettre cet accompagnement étroit à ces moments-là de la vie d'une femme et d'une famille. Mais merci d'avoir Là, mis l'accent dessus. et tu touches encore un autre point. Quand tu dis justement ton origine culturelle de Cameroun avec la tante ou la grand-mère ou la Mm. mère qui vient aider, que j'ai connu moi. Ma grand-mère était très bien, mais aujourd'hui on est dans des familles qui sont de plus en plus éclatées. Alors déjà, de part géographiquement, c'est-à-dire qu'on a, voilà, toi, il y a une grande différence, je sais pas si ta famille est encore au Cameroun ou quoi, mais Mm. en tout cas, même pour les familles qui vivent en France, nous, tu vois, j'ai une partie de ma famille qui vit dans le Nord, l'autre partie qui vit sur Paris, d'autres qui vivent à Nice, et nous, on est en Bretagne. Donc Mm. tout ça, déjà, cet accompagnement-là, on l'a plus. Mm. Euh, et ça aussi, je pense qu'il y a quelque chose à travailler, Mm. c'est de retisser les liens familiaux. Mm. Euh, Parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais effectivement, j'ai vu la différence entre les années 70, 75, où on faisait des cousinats, des trucs comme ça. Donc je suis sûr que ça Mm. existe encore. Mm. En tout cas, moi, j'en vois de moins en moins. Les familles sont beaucoup plus séparées. Mm. Et du coup, tu as beaucoup moins de personnes pour aider lorsque bah, il y a un événement qui arrive dans la famille Mm. et pour se soutenir. Donc Mm. ça aussi, c'est un point peut-être important. Mm. Mais là, c'est vraiment dans la communication. Je pense que c'est souvent, en tout cas dans ma famille, je vais parler de moi, dans ma famille, les problèmes viennent d'un problème de communication, d'un manque de communication, Mm. d'impression qu'on a d'agissement de certaines personnes qui fait qu'on met ces personnes à l'écart. Mm. Mm. Voilà. Mm. Oui, c'est en tant que coach, je reparle de l'intelligence émotionnelle justement qui permet d'avoir de bonnes interactions avec les uns et les autres. Si chacun avait accès à pouvait travailler sur son intelligence émotionnelle, je pense que ben, les familles, les collègues, tout le monde se porterait mieux en collectivité. Tout à fait. Exactement, exactement. Et ça, tu vois, c'est des cours qu'on devrait mettre directement dès le plus jeune âge. Et c'est comme tout ce qui est donc l'écoute de son corps, l'écoute de ses émotions, pouvoir les analyser. Mm. La partie aussi méditation, Mm. de pouvoir se poser, de pouvoir se retirer, Mm. avoir un instant pour soi. Ça aussi, c'est super important. Aujourd'hui, quand je parle avec les gens autour de moi, ils vont me dire ce qu'ils font. Ouais, bah là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait pour toi? Quel est Mm. le temps que tu t'es donné à toi?
Et là, Mhm, les gens, souvent, ils ont la bouche ébahie. mhm. On Oui. n'a pas le temps. Le temps, le temps. Notre société trépidante nous pousse souvent à courir après le temps et à oublier ou à négliger de revenir à l'essentiel. Merci Pascal de nous rappeler à quel point c'est important de prendre du temps pour soi, pour s'auto-analyser, pour s'améliorer, pour s'ajuster, pour se féliciter, pour célébrer ses pas, apprécier en pleine conscience les beaux moments, retisser les liens sociaux. J'entends que tu as pris le temps de travailler sur toi pour grandir en tant que père. C'est un beau cadeau que tu t'es fait à toi, mais aussi à ta famille. Bravo Pascal. Et un grand merci pour ce témoignage que j'ai beaucoup aimé. Un témoignage très fort. Mais je te remercie, Clarisse, de m'avoir donné la parole. Et en espérant qu'il y en a encore beaucoup qui témoignent et que cela fasse un boule de neige et qu'effectivement, on prend de plus en plus conscience de cette importance-là et que on soit de plus en plus nombreux à faire avancer la société vers, pour moi, ce qui est vraiment une évolution, quoi, une véritable évolution. Encore merci Pascal et très bonne journée à toi. Merci à toi aussi, Clarisse. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.